Bonjour Bruno Charmet, vous êtes maire d'une commune au sud de Lyon, pour la situer disons entre Vézelay et Ancille-Franc. De nombreuses communes du sud de Lyon, qui est gâtée en matière d'éoliennes, ont décidé d'accompagner les projets. En particulier, c'est l'argument qui est donné le plus souvent, pour des raisons de retombées financières. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est pour quelle raison est-ce qu'une commune décide, entre guillemets, de se priver de cette retombée financière qu'apporte la création des parcs éoliens? Oui, alors la réponse risque d'être longue, parce qu'en fait, il n'y a pas une réponse, il y a des centaines de réponses qui correspondent à la fois à l'historique des communes, à leur état, à leurs besoins de ressources, à l'état de leurs finances avant le démarchage par les promoteurs, puis à la structure. Alors il y a la structure sociale de la commune, et puis ce qui ne correspond pas toujours, la structure du conseil municipal, des milieux socio-professionnels représentés, et particulièrement des agriculteurs ou moins d'agriculteurs, les touristes, les résidences secondaires qui est représentés au conseil municipal. La démarche n'est pas unique. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que principalement, pas toujours, il y a des exceptions, ce sont en fait, c'est la sensibilité des agriculteurs à la baisse de leurs revenus. Et les communes Supposée, la baisse des revenus des communes, c'est aussi un grand débat. C'est-à-dire que la baisse du revenu des agriculteurs, déjà, la baisse des subventions à l'hectare pour les céréaliers, leur entraîne une baisse de niveau de vie, forcément. Alors, j'avais une autre question. Quand on circule dans le sud de Lyon, on s'aperçoit qu'il y a un effet de saturation, il y a des parcs éoliens partout, des projets extrêmement nombreux, notamment dans le Tonnerrois, où il y a des projets représentant 87 éoliennes. Il n'y a pas plus de vent dans le sud que dans le nord de Lyon. Pour quelle raison, à votre avis, les opérateurs et les promoteurs de parcs éoliens ont jeté leur dévolu sur le sud de Lyon? Alors, il y a plus de vent dans le nord de Lyon que dans le sud. D'accord. Il y en a plus du côté de Sens qu'au sud de Lyon. La grosse différence, elle est historique, en ce sens que l'un des premiers parcs éoliens à avoir été instruit et construit était installé à Joux-la-Ville. Un parc éolien, c'est pas simplement des machines, ce sont également des infrastructures pour emporter le courant. 1 kilomètre de ligne électrique, c'est quand même près d'1 million d'euros. Donc, moi, je reprends une image, c'est l'image de la multiprise. Quand on a besoin d'une rallonge, on a une multiprise au bout, on a tendance à vouloir brancher des tas de choses au bout de la multiprise pour rentabiliser la longueur de câble. C'est ce qui se produit avec EDF. Il faut savoir que, je crois que pour un parc proche d'ici à Santigny, il y a près de 5 millions d'euros de connexion. Donc ce n'est pas rien. Une fois que c'est installé, RTE, etc., toutes les structures administratives ou autres sont, je ne veux pas dire qu'ils sont obligés, mais aussi on va les obliger à valoriser ce qui est mis en place. Donc Joux-la-Ville, après ça Joux-la-Ville, Grimaud, Villers-Lagrange, après ça Sainte-Colombe, Sainte-Colombe-Tory,
Et puis j'en passe et des meilleurs. Moulin en Tonnerroy, après on passe sur le plateau du Tonnerroy, etc. D'où l'effet de saturation. C'est là où, par contre, c'est là où on peut revenir sur l'effet sur le budget des communes. Et mon grand dada, c'est que en fait, il y a le budget des communes et l'attractivité des communes. Plus on va mettre d'éoliennes, plus on va saturer le paysage et la vie des gens, parce que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des gens qui vous parleront, des pros éoliens qui vous parleront des effets négatifs de l'implantation des machines. Plus on met d'éoliennes, plus on fait baisser l'attractivité du village, plus on perd des habitants. La communauté de communes dont je dépends, à Ille-sur-Serein, a perdu plus de 600 habitants, je crois que c'est 650 habitants sur 4002, il nous en reste 3007 à peu près. On est parti de beaucoup plus haut, 650 en moins de 5 ans et demi. Donc c'est assez considérable. Il faut bien réfléchir que ces habitants qu'on perd, les adultes, pour chacun d'entre eux, représentent une dépense sur le territoire d'environ entre 12 et 15 000 euros minima. Donc l'impact sur le local, il se chiffre en millions. Là. D'accord. Donc ça, c'est l'effet négatif. Donc à partir du moment où on fait partir les gens des villages, alors oui, on fait baisser le budget des communes, parce que le budget des communes, c'est notamment établi par rapport à une masse de population. Il y a des projets qui sont menés par les gens qui sont sur place, par les conseils municipaux, mais il y a également la population du village. Un village qui perd la moitié de sa population va forcément perdre une bonne partie de sa dotation. Alors, je voulais aborder un autre sujet, c'est le fait que les populations de nos villages, se disent mal informées des projets, et ils le sont. On ne leur dit pas toute la vérité, et notamment les impacts négatifs sur leur vie, sur leur paysage, sur la biodiversité. Et puis d'autre part, on a souvent la réaction de gens qui nous disent « mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ?» Est-ce qu'on est face à des opérateurs qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, ce sont souvent des fonds de pension américains ou canadiens qui sont derrière. Comment est-ce qu'on peut agir pour se battre contre cette saturation de parcs éoliens dans le sud de Lyon? Alors, la première des choses à faire, c'est d'élire un conseil municipal qui s'engage nettement contre les projets éoliens. Il y en a de plus en plus. On constate quand même, moi j'ai été élu parce que dans un premier temps, malgré tout, enfin pas malgré tout, mais à l'origine, je me suis engagé dans le village pour porter une pétition contre un projet éolien à proximité. D'accord. Donc à partir de là, je me suis fait connaître. J'ai eu l'adhésion de la quasi-totalité de la population, 85 personnes, c'est quand même énorme. Et ça m'a forcément porté en avant, et mon prédécesseur m'a gentiment laissé la place, en toute, il en avait assez. Donc on se retrouve au conseil municipal. Une fois que le conseil municipal est constitué avec des gens qui ne veulent pas d'éolien, il n'y en a plus, il n'y a plus de projet. Ça c'est une chose. Vous n'avez pas trouvé de projet là où il y a un conseil municipal est contre. À partir du moment où le conseil municipal est plutôt pour, tout est fait pour dissimuler la procédure des promoteurs. C'est déjà, avant d'investir des sommes colossales dans des études, etc., c'est d'avoir une maîtrise foncière. Il leur faut les promesses de baux amphithéotiques.
qui vont faire signer à des propriétaires fonciers de façon à pouvoir avoir une chance d'installer leur machine de façon cohérente sur le territoire. Alors, j'avais une autre question sur le fait que de très nombreux projets sont soit installés, soit projetés dans des forêts communales, pas de forêts domaniales, mais des forêts communales. Alors, tout le monde dit que la forêt est un capteur de gaz à effet de serre, de CO2. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on détruise des forêts pour construire des éoliennes ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça a des conséquences aussi sur la biodiversité et notamment sur la faune, sur les oiseaux. Comment est-ce qu'on peut agir pour faire échouer ces projets ? Alors, déjà, c'est toujours un petit peu la même chose. S'il y a des projets en forêt, c'est parce que dans ce cas-là, la commune a la maîtrise foncière de la forêt. On va trouver beaucoup plus rarement des propriétaires fonciers privés ou des structures privées qui vont accepter de défricher pour laisser implanter des éoliennes. Sans compter que souvent ces privés ont touché des subventions pour protéger la forêt. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Il faut déjà avoir de très bonnes enquêtes environnementales. S'organiser au sein d'associations. Alors, s'organiser au sein de la vie des associations, c'est encore autre chose. Mais sur le fond, c'est réellement avoir une expertise de ce qui se trouve dans la forêt, de façon à pouvoir opposer aux services de l'État, qui font, contrairement à ce qu'on pourrait dire, on constate quand même un vrai travail positif quelquefois, avec des commentaires qui ne sont pas autant opposés qu'on pourrait le croire quand on regarde les synthèses. Donc, oui, il faut déjà une expertise qui dise si c'est réalisable ou pas. Très souvent, ça ne l'est pas en réalité. D'accord. Ça n'est réalisable que par la faiblesse des gens qui nous entourent. J'avais une dernière question sur le fait que, notamment la vallée de l'Armançon, mais ce n'est pas la seule, le sud de Lyon est très riche sur le plan patrimonial, et le château d'Ancilfranc, Maulnes, les forges de Buffon, Tanlay, de très nombreux sites historiques protégés. Alors on s'aperçoit que les promoteurs de parcs éoliens n'ont absolument aucun respect pour ces lieux historiques protégés. Souvent les projets sont en co-visibilité avec ces monuments historiques. Là encore, est-ce qu'on peut agir pour essayer de défendre à la fois nos paysages et nos sites touristiques ? Alors oui, mais il faut absolument protéger. Le paysage n'est pas forcément la préoccupation première des services de l'État, c'en est une. J'ai un exemple récent avec un avis de l'architecte en chef des bâtiments de France qui considère que la vue des éoliennes de Sainte-Colombe depuis Montréal, qui sont en pleine vision, qu'on voit à 7,5 km à même niveau, etc. Les lumières rouges, Montréal le soir sur fond de lumière industrielle, c'est pas un problème pour certaines personnes qui sont en charge de défendre le patrimoine. Après, il y a des règles à respecter, mais si les associations, si les particuliers, les associations, les experts ne se donnent pas la peine d'attirer l'attention de l'État, des services de l'État, sur les incohérences des projets, il est bien évident que les promoteurs, c'est l'argent, point final. Le promoteur n'hésitera pas à mettre un parc éolien à proximité d'une zone Natura 2000.
Les services de l'État, si on ne dit rien, ne vont pas s'en faire, vont accepter des modifications de machines qui, avec des pales, quelquefois quand il y a des restrictions, des bridages, etc. Là, je pense à un dossier en particulier. On a réduit par des bridages la capacité, le rendement possible, probable d'un certain nombre de machines. Le promoteur a revu sa copie, il avait son autorisation, avec une baisse d'environ 20% du rendement prévisible. Il a donc redéposé une demande modificative du modèle des éoliennes, avec des pales beaucoup plus grandes, qui descendent en fait beaucoup plus bas jusqu'au sol, qui n'auront pas d'impact effectivement visuel pire que les précédentes, mais qui vont être bien pires pour l'environnement et pour les chauves-souris en particulier que les précédentes. Et là, si personne ne voit, si personne ne lit, si personne ne dit rien, ça se fait sans aucun problème. Alors, je voudrais juste citer en exemple, sur la démesure des projets, le fait que les éoliennes avaient au départ 150 mètres, puis 200. On est sur un projet des Hauts de l'Armançon avec des éoliennes, 18 éoliennes en pointe de pale à 242 mètres, quasiment le record de France, visible à des dizaines de kilomètres alentour, et 17 en forêt. Qu'est-ce que vous pensez de cette démesure, pour des raisons évidemment financières, des parcs éoliens? C'est incroyable. D'autant plus qu'il y a 240 mètres au-dessus du sol, mais bien souvent il y a plus de 30 mètres en dessous du sol. Quand il s'agit, c'est non seulement une menace pour la biodiversité, les forêts, etc., les couloirs de migration, le milan royal, la cigogne noire, qui est repérée en plusieurs endroits, qui est particulièrement, dont la vallée de l'Armançon est particulièrement favorable, a priori, à la réinstallation des cigognes noires, marqueur d'un bien-être écologique. Et d'une qualité environnementale. Qualité environnementale, tout ce qu'on veut, espèce très rare, à peu près, sauf faire de ma part, à peu près 60 couples en France. On a la chance d'en avoir dans l'Yonne, et donc dans la vallée de l'Armançon. Mais alors, en plus, il y a les 240, 250 mètres de haut, et puis il y a les 30 mètres en dessous, avec des pieux qui vont jusqu'au niveau des nappes phréatiques, des qualités de béton qui polluent. Donc là, non seulement on est en train de gâcher l'avenir au-dessus du sol, mais en dessous du sol aussi. Parce qu'une région sans eau, c'est une région sans vie. Alors, ce que je voulais indiquer, c'est que ce projet des Hauts de l'Armançon, démesuré, complètement fou, fera l'objet d'un combat sans merci de la part de différentes associations qui vont se battre jusqu'au bout pour que ce projet n'ait pas lieu. Je vous remercie, Bruno Charmet, de cette intervention. Merci.